Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau débriefing, un débriefing F1 bien sûr avec Jean-Luc Roy, consacré bien évidemment au Grand Prix d'Inde qui a eu lieu ce week-end. Moi je vais commencer Jean-Luc par une petite remarque sur le circuit. Comme tu le sais, je rentrais de commenter le WEC, la dernière manche à Shanghai. Et quand je suis rentré à la maison, que je me suis mis devant mon écran de télévision, que j'ai regardé le Grand Prix, j'ai eu l'impression d'être encore à Shanghai. Circuit quand même, le dernier virage, la ligne droite des stands, hop, de seul coup on n'est pas trop dépaysé. C'est la deuxième édition de ce Grand Prix. L'année dernière on s'était un peu enthousiasmé sur ce tracé. On a l'impression qu'un an après le ballon est un petit peu retombé. Alors, écoute Patrick, oui, ressemblance avec Shanghai à l'évidence dans la mesure où c'est évidemment Hermann Tilke, le grand architecte de la Formule 1, c'est ainsi qu'on le qualifie, puisque c'est quasiment exclusivement lui qui dessine et fait réaliser tous les nouveaux tracés. Donc il y a des similitudes. Maintenant, personnellement, j'ai une petite préférence pour celui de Greater Noida, puisque c'est ainsi que l'on dit, ou Bud, comme tu veux, puisque c'est ainsi qu'on dessine. En tout cas, c'est dans la banlieue de New Delhi, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de New Delhi. Ça ressemble effectivement. C'est vrai que maintenant le problème de ces tracés-là, c'est que tu ne peux pas les reconnaître, tu ne sais pas dans quel pays tu es, et ça c'est un véritable problème. Piste très large, 12-15 mètres de large, avec des dégagements incroyables. Tant mieux, parce que la majorité des fautes des pilotes permettent d'être rattrapés un tête à queue, et hop, comme il y a une large surface qui permet de repartir. Mais dommage, parce qu'on ne sait plus où on est. On ne sait pas d'ailleurs véritablement sur le circuit. Alors, je mets un petit bémol, si tu le permets, par rapport à ce que tu dis. Bien parce que le tracé, il a la portion centrale, le secteur numéro 2, qui est extrêmement intéressant. Bon, il y a deux très grandes lignes droites, dont la plus grande ligne droite de la saison avec DRS, donc ça favorise le dépassement. Oui, et puis tout un enchaînement de grandes courbes entre 200 et 250, où les pilotes se régalent, et je dirais nous aussi, parce que c'est vraiment du pilotage. Alors évidemment, c'est difficile de dépasser, comme toujours, mais ça donne du plaisir, et ça met en exergue vraiment les qualités des monoplaces et les qualités de courage des pilotes. Donc moi, je l'aime plutôt pas mal. Voilà, c'est dit. Qualité des monoplaces. Si je regarde le résultat, Oui. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas, ça fait déjà quelques petites semaines que la meilleure monoplace du plateau, elle est bleue métallisée avec quelques bandes de couleur, Ouais. et elle porte le nom de RB8. Alors, écoute, il y a quelque chose qui est terrible en termes de calcul. Maintenant, ne vendons pas la peau de l'ours avant, naturellement, qu'il soit attrapé. Il reste 3 grands prix, c'est-à-dire 75 points attribués pour le pilote. Or, l'écart entre le leader, évidemment, Sébastien Vettel, et son suivant, Fernando Alonso, est de 13 points à l'issue de ce Grand Prix, où il a augmenté son avance de 7 points. Évidemment, c'est l'écart de points entre les 25 du leader et 18. En revanche, si tu prends les 4 derniers Grands Prix, les 4 remportés 2 rangs par Sébastien Vettel, 100 points au compteur pour Vettel, 48 seulement pour Alonso. Là, tu comprends tout de suite, plus du double de points. Et derrière, on tombe à 42 points. Et d'ailleurs, on trouve un excellent Massa qui a scoré. Button également, qui est dans les 40 points. Donc voilà, donc c'est vrai que la Vettel, sur les 4 derniers Grands Prix, est dans une autre catégorie. Voilà, c'est ça. Et la voiture, bon, on a bien compris qu'à un moment donné, ce n'était pas elle la plus performante. Il y a eu en plus des problèmes de fiabilité. On se rappelle encore de ce qui s'est passé à Valencia. Mais là, avec leur fameux double DRS bien étudié, bien fait, le travail à Adrien Newey, on va presque dire, le coup de crayon parfait, la patience. On ne se précipite pas à sortir les choses. On les met en piste quand ça fonctionne. Et là, franchement, ça nous transformerait presque les Grands Prix en parade et en balade de Vettel. Ce type est un génie, on ne le dira jamais assez. En plus, il est éminemment sympathique, on le dit et on le redit. Adrien Newey, c'est un vrai passionné. Il y en a qui sont bons, mais ils ne sont pas forcément très sympas. Lui, il a vraiment toutes les qualités. Ça fait plaisir qu'un type travailleur, intelligent, ingénieux, astucieux et des résultats. Alors maintenant, évidemment, les adversaires disent « Ah oui, mais c'est une question de budget ». Attends, moi, ça me fait doucement rigoler. Oui. McLaren ou Ferrari ou Mercedes, pour les citer, peuvent pas dire que c'est une question de budget. Bien sûr qu'en Formule 1, c'est toujours une question de budget. Ça commence comme ça. Mais je suis désolé, je vais parler de Ferrari et de la soufflerie de Ferrari. Quand tu penses que construite à grands frais, réactivée, recalibrée, etc., cette soufflerie donne toujours de mauvais résultats qui ne sont pas conformes à ce qu'il y a sur la piste, ça c'est inqualifiable. Donc je suis désolé, mais avant de prétendre que c'est parce qu'ils ont plus de moyens que nous, c'est pas vrai. Ils ont d'énormes moyens, évidemment, mais les autres aussi. Donc le problème, c'est qu'il y en a qui sont plus intelligents et qui travaillent mieux, c'est tout, c'est dommage. Oui. Voilà. Alors, après, la question qu'on peut se poser et que je te pose, est-ce que ça ne transforme pas quand même un petit peu avec cette passe de 4 qui est quand même assez incroyable? Allez, est-ce que ça ne rend pas les Grands Prix un peu ennuyeux?
j'ose le dire. Alors, je répondrai, tu sais, quand on est dedans, et tu sais ce que c'est, quand tu les commandes, quand tu les vis, c'est vraiment le mot, moi je dis non. D'abord parce que l'écart de Vettel n'a jamais été très important, même sur son équipier Weber, c'était de 11-12 secondes maximum. C'est pas un boulevard, hein, tu peux pas t'endormir. Deuxièmement, Weber a connu des problèmes de Kers, donc à un moment, qui ont handicapé et qui l'ont ralenti. C'est ce qui a permis, entre autres, à un Fernando Alonso, mais comme d'habitude, combatif, intelligent, courageux, enfin, on n'est pas double champion du monde pour rien, et la Ferrari qui est un petit peu mieux en course qu'elle ne l'est aux essais, donc un Fernando parti donc 5e, après une très très belle passe d'armes avec les McLaren. Donc bien sûr, en tête, tu te dis, bah oui, Vettel, pole position, victoire, machin. La deuxième victoire en Inde, il n'y a que lui qui a triomphé puisqu'il n'y a eu que 2 éditions. Exactement. La troisième ligne consécutive, la troisième première ligne pour être précis, aux mains de Red Bull. Il faut rappeler qu'il a été devancé par Weber quand même en Corée du Sud, donc c'est pas lui qui a aligné les 3 pôles. Bon, mais quand même, on a affaire à un phénomène exceptionnel. 35 pôles position dans sa carrière de pilote de Formule 1, alors qu'il n'est toujours pas à 100 Grands Prix disputés. 26 victoires maintenant. C'est un type exceptionnel, c'est un pilote d'un calibre formidable et c'est lui qui exploite parce qu'encore une fois, le pauvre Weber, handicapé par les problèmes de Kers, mais lui ne gagne pas. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un pilote exceptionnel et c'est pas terminé, ils ont raison de le dire, même si évidemment qu'en termes de performance, de rapidité aux essais et de performance en course, ils sont un petit peu devant les autres. Alors c'est vrai qu'il y a l'inconnu Austin, bien sûr, puisque personne n'y a roulé. Pas Austin Powers. Voilà, non, mais c'est vraiment une inconnue en ce qui concerne le déroulement et le tracé et quelle voiture va bien s'y comporter. Abu Dhabi, je dirais que McLaren pourrait bien y être. On a vu des courses magnifiques de Hamilton en particulier, mais Vettel, sans son problème l'année dernière de crevaison, il y est bien aussi. Donc on a l'impression quand même que le reste de saison est un petit peu, je dirais pas à son avantage, mais en tout cas nullement à son désavantage. Après 4 victoires, et on l'a dit, 3 premières lignes, on ne va pas dire le contraire, il ne faut pas mentir. Mais tu sais, on ne sait jamais, effectivement, d'abord il y a des incidents de course. Hein. On a vu au moment du départ que Weber n'a pas facilité le boulot à Vettel. Et si Weber était parti devant, bien sûr que peut-être à un moment la raison l'aurait emporté, il aurait laissé passer son leader. Et si Alonso était revenu derrière, et si, c'est une course automobile et c'est pour ça qu'on aime, tout peut arriver. Alors on revient à ce Grand Prix. C'est vrai que je le disais, comme tu le dis, quand on est dedans, il était intéressant. Il a été intéressant sur quelques passes d'armes qui étaient vraiment très belles à voir. Tu as parlé d'Alonso combatif, on l'a vu face à Jenson Button, on l'a vu aussi face à Weber. Il a tout fait pour revenir, pour arracher cette deuxième place, parce que les points sont précieux. Voilà, il y a eu des bagarres, il y a eu des dépassements, et il y a eu quand même, par moments, voilà, on a vu des belles choses. On a même vu parfois des passages sur les bordures, parce qu'elles sont assez méchantes, qui n'était pas forcément évident, y compris pour Sébastien Vettel à quelques tours de l'arrivée. Donc tu as raison de le dire, parce que bien sûr il y a la course devant, mais encore une fois, on a vu cette passe d'armes, donc notamment il a remonté d'Alonso, puis derrière il y a eu des beaux paquets. Raikkonen, Massa. Alors évidemment, Raikkonen véritablement n'est jamais en mesure de placer une attaque sur Massa, mais il est vraiment derrière, il lui met une pression considérable. Derrière, on a le paquet avec Grosjean, on a Hülkenberg, on a les bastons Nico Rosberg, Bruno Senna. Non, il y a eu de la bagarre à d'autres niveaux. Voilà, Kobayashi, les pilotes Sauber, Pérez avec Ricardo et tout. Non, il y en a eu. Non, c'était pas un défilé du tout. Je crois que si on regarde un petit peu derrière, il se passe des choses. Alors, Mark Webber, moi je regarde aussi le classement du championnat. On parlait de Raikkonen. Raikkonen un peu impuissant. Il manque un petit quelque chose peut-être au niveau de la voiture. Manque de vitesse de pointe, il manque un petit quelque chose pour qu'il puisse résister à Weber au niveau du championnat. Il y a 6 points d'écart. On n'arrête pas de dire que Raikkonen est encore dans la bagarre pour le titre. On pourrait dire que non. Ça, c'est virtuel. C'est virtuel. Et c'est d'autant plus virtuel qu'on vient de le dire, les premières lignes se font avec les Red Bull. Weber est revenu, quoi qu'il arrive, à avoir la capacité de faire des podiums pratiquement à chaque Massa est dans le coup. Massa est dans le coup. Donc pour Kimi Raikkonen, est-ce que les choses ne sont pas en train de se compliquer un petit peu ? Oui, Patrick, évidemment, parce que le rendement de la Lotus Renault, malgré toutes les nouveautés qu'on apporte, là aussi il y avait un nouvel aileron avant, on travaille sur le fond plat, etc. Les fameux échappements Coanda qui ont mis du temps à être vraiment finalisés, mis au point, que n'avait que Raikkonen d'ailleurs lors de la Corée. Maintenant, il l'a eu également, Romain. On voit que les performances marquent un petit peu le pas. On n'est plus dans les performances de la première moitié de saison, avant les vacances, où effectivement, on subodorait,
que, j'avoue complètement, je pensais qu'ils étaient capables de gagner. Peut-être Raikkonen à un moment, on n'en était pas loin. À un moment, on fait 2 et 3 quand même sur le podium. Donc, et on voyait bien que c'était pas loin. Il manquait très peu de choses. Et puis, on vient de l'évoquer, la montée en puissance naturellement de Red Bull, le développement énorme, parce qu'on n'a pas tout à fait chez quand même Lotus Renault les moyens qu'on a chez les équipes de pointe, Red Bull, Ferrari, McLaren et même Mercedes, même si ça ne se voit pas sur le terrain, eh bien forcément, donc ça marque le pas. Donc là, il faut tout le talent d'un Raikkonen, d'un champion du monde chez Ferrari en 2007 pour arriver à grignoter des points et se maintenir au 3e rang, qui est, je suis d'accord avec toi, un peu virtuel. Il pourrait finir 5e, que ce ne serait pas une honte si, comme tu le dis, Weber et d'autres lui passent devant. Tu parlais de sa bagarre avec Massa, Ouais. quand ils sont ressortis des stands, la sortie des Oui, stands, oui, le oui, match, il ouais. y en a un qui arrive avec les pneus chauds, Ouais. l'autre qui a encore les pneus, Ouais, qui viennent c'était juste sympa. de se mettre à température. Bon, voilà, on sent quand même qu'il a retrouvé, on a retrouvé le Kimi. On l'avait pas trop perdu. On l'avait Ouais, pas ouais, trop non, il est là. perdu. C'est toujours, à chaque fois qu'on le voit faire ça, on se demande ce qu'il est allé faire en rallye en fait. Parce que, S'amuser. oui, S'amuser. histoire de se décontracter la tête un peu parce que. Oui, et puis il était lassé, je crois, de l'environnement. Tu sais, c'est un genre de leub, hein, j'oserais dire. C'est-à-dire c'est la pureté du pilotage qui l'intéresse. Tout ce qu'il y a autour, Sébastien, c'est pareil. Il le sait très bien, il le dit. Ça l'amuse pas. Tout le reste, les relations publiques, relations presse, etc. Raikko, c'est pareil. Raikko, la seule chose qui l'intéresse, c'est le tourner de volant. Et après tout, il a bien raison, il est pilote. Hein. Est-ce qu'on peut penser, ça s'est évoqué également, on peut penser qu'il tournera chez Lotus Renault l'année prochaine? Écoute, il a monté, tu sais, lui-même un espèce de buzz, comme on dit maintenant, sur le net, où il se met en scène avec un contrat. Alors, est-ce qu'il a des espérances? Mais pour aller où? Quand on prend la grille, maintenant, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Est-ce que Raikko restera chez Lotus Renault? Ce n'est pas un mauvais choix. Hein. Maintenant, qui peut préjuger du niveau de performance de l'écurie pour 2013? Tu sais qu'il y aura encore des changements de réglementation et surtout qui sont les prémices de 2014, où là, on change complètement le moteur, etc. Donc, voilà, je pense qu'il choisira la meilleure offre en termes de performance. Le reste ne l'intéresse pas. Lui, pareil, fortune est faite depuis longtemps. Donc, je pense qu'il choisira le choix technique le plus intéressant et le choix d'équipe le plus intéressant. Voilà. Au niveau des pilotes français, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas notre petit tour des pilotes français, on connaît le cas Romain Grosjean avec désormais une prudence obligatoire lors des départs. Ça a été le cas? Oui, tout à fait. Et il a bien joué le jeu. Hein. Il a raison de faire ça, Romain. Évidemment, il est un peu frustré, je le comprends. C'est un pilote fougueux et il se dit, au départ, il y a moyen de gratter 1 ou 2 places. Et là, malheureusement, il perd encore une place, exactement comme en Corée. Mais Romain, je te le dis, droit dans les yeux, c'est mieux de faire comme ça. Au moins, on ne peut pas lui reprocher de faire une connerie. Au moins, il fait le boulot. Il faut passer le premier tour et après il fait le boulot. Parce qu'après il se bat bien, il remonte, il est un peu ralenti, il termine dans les points. Bon, quand on part 11e et qu'on finit 9e en ayant été un moment 12e, il n'y a pas de honte à avoir, il s'est bien battu, il a exploité le potentiel. Raikko n'est que 7e, hein, parti 7e, fini 7e, donc c'est du beau boulot, il faut continuer comme ça. Avec un choix de pneus, là, puisqu'il Oui. était sorti du top 10, il a choisi les pneus Oui. durs. Et donc, il a roulé quand même très longtemps avec avant de. 36 tours, 36 c'est lui qui tours. s'est arrêté le plus tard. Ouais. Voilà, alors que la majorité des autres pilotes étaient partis, ceux qui avaient fait le top 10 entre autres, étaient Y partis. compris Nico Rosberg, ce qu'on n'a pas compris, Oui. parce que Nico n'a pas roulé Voilà. en Q3, donc il aurait pu partir avec les durs. Et finalement, chez Mercedes, on a décidé de partir comme les 9 devant avec les tendres. Mais bon, on aurait pu penser un moment, puisque Romain s'est retrouvé 5e et même peut-être un temps 4e. Bon, on savait qu'il allait rétrograder d'une vingtaine, 21 secondes à peu près, c'était le temps du passage par la ligne descente, la plus longue, 600 mètres, la plus longue là-bas. Mais on se disait, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, il a été joué, bien joué, mais à un moment, on a rêvé que ce soit un petit peu plus, ça lui rapporte un peu mieux. Côté pneus, tu n'aurais pas aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de différence, Si. puisque les meilleurs temps autour se font avec les durs sur la fin. Alors c'est vrai que les voitures sont plus légères, que la piste est gommée, et que bon, il faut mettre tout dans le contexte. Mais on a eu l'impression que, les tendres, ils tenaient bien pour une fois, et que les durs, ils étaient peut-être pas si durs que ça en fait. Si, moi je regrette, là je peux le dire aussi, hein, autant on les loue par moment, et là moi je les critique un petit peu, je pense que le choix de Pirelli de toujours avoir malgré tout des choix conservateurs, même s'ils disent que tout est un petit peu plus tendre, et c'est normal, hein, ils ont de l'expérience de la première année de retour en Formule 1, là c'est la 2e année, donc le travail avec également les ingénieurs, parce qu'il faut savoir qu'une monoplace c'est avec la position des suspensions, le carrossage, comme on dit, le pincement, enfin bon, l'appui aérodynamique, l'équilibre général de la voiture, dont on sait qu'il y a des masses qui sont positionnées à l'intérieur. Donc la température de fonctionnement, en un mot comme en mille, parce que c'est ça qui te procure le grip, elle doit être
à peu près stable, à peu près constante sur les 4 roues et de l'ordre d'une centaine de degrés à la louche, 90-100 degrés. On sait que sur les Mercedes, ça monte à 130 degrés. Donc oui, j'aimerais qu'il y ait plus de choix pour répondre à ta question, avec des stratégies plus audacieuses et ma foi, pourquoi pas, 1,5 seconde d'écart, toutes choses étant égales par ailleurs, charge en carburant étant égale par ailleurs, sur un tour, sur un circuit. Et là, tu as une vraie stratégie. Là, tu peux te dire, bah oui, je vais vite, mais peut-être moins longtemps, ou bien c'est la science du pilote. Ça, et voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. On va terminer sur ce Grand Prix avec une autre image moi, qui m'a un petit peu marqué, c'est le podium. J'ai trouvé Fernando Alonso sur ce podium abattu, désabusé, voire un peu déprimé. Il faisait la tronche, comme on dit. Est-ce qu'il pense lui aussi, quelque part, que oui. C'est mort? Quand tu te trouves avec plus de 40 points dans ta main de sable, avant les vacances justement, tu pars faire des pâtés de sable sur la plage et tu reviens et tu serres cette main et le sable te file entre les doigts, les points te filent entre les doigts et à un moment tu te retrouves avec 6 points de retard puis 13 points de retard. Bah oui, tu te dis, toi tu sais quel est exactement le potentiel de ta voiture et de ton équipe, tu te dis là on est mal barré. Quand l'autre aligne 4 victoires de rang et d'épaule, tu te dis en performance, on n'y est pas. Donc à moins, ce que nous évoquions tout à l'heure, de circonstances de course particulières, normalement on est battu. Donc tu te dis le troisième titre, parce que ce serait aussi son troisième titre, ça va être bien compliqué. Ouais. Et l'autre est sur une dynamique, l'autre. Seb, évidemment, Vettel, est sur une dynamique formidable. Puis tu sais, le succès appelle le succès. Et là, on voit mal ce qui peut enrayer cette mécanique. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ce n'est pas pour rappeler de mauvais souvenirs, mais un départ avec un accrochage, un pilote qui commet une erreur, et Vettel éliminé, et Alonso qui termine premier ou deuxième, et hop, il repasse devant. Donc ça, c'est la course automobile. Tout peut arriver. Donc ça va être quand même chaud, bien évidemment, sur les 3 prochains Grands Prix, ça, les 3 derniers. On le rappelle, on va quitter l'Inde pour aller éventuellement sur la France. Parce qu'on évoque, oui. Alors voilà. De nouveau, on évoque un Grand Prix de France du côté du circuit Paul Ricard. On s'active manifestement. Jean-Luc. Oui. Est-ce qu'il faut être optimiste? Oui, écoute, on l'a toujours été ici même, on l'a toujours défendu, essayer de se battre à notre modeste niveau, en essayant de rassembler les énergies, en suggérant même des pistes, une alternance, pourquoi pas, Magny-Cours, le Paul Ricard. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tu sais que le circuit du New Jersey aux États-Unis, le Grand Prix qui devait avoir lieu le 9 juin de mémoire, n'aura pas lieu, en tout cas pas en 2014, parce que ça prend trop de temps. Bon, on s'y attendait quand même un petit peu, soyons honnêtes jusqu'au bout. Donc il y a déjà une place à prendre dans le calendrier. Alors ce serait un petit peu tôt pour la France, parce qu'il y a quand même des travaux effectués, etc. On vise plutôt le premier week-end de septembre, c'est-à-dire là aussi de mémoire le 1er septembre, 1er et 2 septembre, situé entre le Grand Prix de Spa-Francorchamps, l'an prochain, dans le calendrier, et le Grand Prix de Monza. Donc ça, ce serait l'idéal, on aurait le temps de se mettre en conformité, etc. On monte le fameux GIE, le groupement d'intérêt économique. Il manque une garantie de 4 à 5 millions d'euros sur un budget global de 30 millions d'euros. Ça n'est pas la mer à boire, c'est 15%. Moi, j'ai quelques suggestions, j'en ai déjà eu. On a quelques très belles compagnies françaises, très beaux sponsors impliqués dans la Formule 1 notamment, qui réalisent des profits formidables. Qu'est-ce que c'est que 5 millions d'euros pour qu'on ait, nom d'un chien, le retour du Grand Prix de France au calendrier du championnat du monde de Formule 1? Alors certes, on me dit toujours en alternance, ça aussi c'est dommage, un Grand Prix du niveau du Grand Prix de France, doit s'installer. Si on le remet, il faut l'installer dans la durée. Alors là, apparemment, c'est plutôt du côté des organisateurs qu'on a un peu pédale douce et qu'on dit tous les ans, sera peut-être un peu lourd. Et bien c'est pour ça, je relance mon idée. Paul Ricard une année, Magny-Cours l'année suivante et un Grand Prix de France tous les ans. Ça, ce serait génial. On signe pour 5 ans des deux côtés, ça nous fait 10 ans de visibilité et la vie est belle. Voilà, exactement. La vie est belle, il faut rester optimiste, il faut y croire. Merci de votre fidélité à ce débriefing. Le prochain rendez-vous avec ce débriefing, on sera un petit peu en nocturne du côté du Grand Prix. On sera là sous les sunlights du côté du débriefing. Ça sera bien sûr pour Abu Dhabi. Merci, salut Jean-Luc. Salut Patrick, salut à tous.